Si une cuisse de poulet peut rester 2 semaines oubliée dans un sac à dos sans pourrir, que penses-tu qu'elle fera à l'intérieur de ton corps? KFC se vend comme tradition du Sud, recette secrète et saveur maison, mais ce qui arrive sur ton plateau est le résultat d'une machinerie industrielle qui privilégie la chimie et l'uniformité plutôt que la fraîcheur. Conservateurs, sodium caché, huiles usées et accompagnements qui ressemblent à de la nourriture, mais qui n'en sont pas. Aujourd'hui, nous allons soulever le couvercle du seau et te montrer ce qu'il y a réellement derrière ce croustillant parfait. Partie 1. L'illusion parfaite. Comment KFC te vend de la cuisine maison fabriquée en usine? Si une cuisse de poulet peut passer 2 semaines au fond d'un sac sans pourrir ni dégager de mauvaises odeurs, alors une question s'impose, qu'introduisons-nous vraiment dans notre corps? Pour des millions de personnes, KFC est presque un rituel mensuel. L'Américain moyen franchit les portes de ses restaurants environ 25 fois par an, et ce chiffre n'est pas dû au hasard. Ce qui autrefois était un luxe occasionnel est devenu une partie intégrante du paysage culturel, aussi banal que de voir le logo rouge et blanc à un coin de rue bondé. Pourtant, derrière cette familiarité apparente se cache une machine parfaitement huilée pour te vendre une image plutôt qu'un aliment. Car ce que KFC vend, ce n'est pas seulement du poulet frit. C'est une histoire. Le colonel Sanders, avec son costume blanc impeccable, son nœud papillon noir et son sourire assuré, incarne une prétendue tradition du Sud. 11 herbes et épices secrètes, une recette gardée sous clé, comme s'il s'agissait d'un trésor national, et une aura d'authenticité qui semble te transporter dans une cuisine familiale des années 50. Mais plus tu te rapproches de la réalité, plus il devient évident que ce récit n'est qu'un rideau de fumée. La première fissure dans cette illusion vient d'une anecdote qui, à elle seule, devrait suffire à changer la façon dont tu regardes ton prochain fast-food. Un client, sans le vouloir, a laissé une cuisse de poulet KFC dans son sac pendant 2 semaines. Lorsqu'il l'a retrouvée, il s'attendait à un spectacle répugnant. Moisissure, odeur fétide, texture décomposée. À la place, il a découvert un morceau de poulet quasiment identique à celui acheté. Même forme, même couleur, aucune odeur inhabituelle. Si, dans ta propre cuisine, un poulet cuit commence à se décomposer en seulement 3 jours, comment se fait-il que celui de KFC semble défier les lois de la nature? La réponse se trouve dans une liste d'ingrédients qui ressemble davantage à un manuel de laboratoire qu'à une recette maison. Un poulet frit préparé à la maison nécessite à peine 5 ou 6 éléments de base, du poulet frais, de la farine, du sel, du poivre, peut-être un peu de lait fermenté. Simple, reconnaissable, direct. A l'inverse, le poulet de KFC s'accompagne de dizaines d'additifs et de conservateurs aux noms qui appartiennent plus à la chimie industrielle qu'à la cuisine. Glutamate monosodique pour amplifier les saveurs, anti-agglomérants pour garder le mélange homogène, huiles hydrogénées qui prolongent la conservation au détriment de ta santé. Et si l'entreprise insiste sur le fait que tout fait partie de sa recette spéciale, la vérité est que le mystère ne réside pas dans les épices, mais dans l'ingénierie derrière chaque bouchée. Cela nous amène à un autre point troublant, l'obsession de l'uniformité. Chez toi, si tu fais frire 10 morceaux de poulet, tu remarqueras que chacun a sa propre personnalité. L'un plus croustillant, un autre plus juteux, un autre encore légèrement plus doré. Chez KFC, chaque morceau semble être le clone du précédent. Même texture, même croustillant, même couleur. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un objectif délibéré. Chaque bouchée est conçue pour reproduire exactement l'expérience précédente, sans variation qui rappelle qu'il s'agit, en théorie, de nourriture réelle. Ce qui devrait être une préparation artisanale devient un produit de série, comme s'il sortait d'une chaîne de montage. Mais ce qui est le plus révélateur, c'est la façon dont ils obtiennent cette apparence juteuse qu'ils vendent tant. La technique s'appelle le plumping. Injecter une solution d'eau salée directement dans la viande afin d'augmenter son poids et de lui donner une sensation artificielle d'humidité. En clair, on te vend de l'eau au prix du poulet. Cette pratique ne gonfle pas seulement le produit, mais aussi ta consommation de sodium sans que tu t'en rendes compte. Et bien entendu, elle fait partie d'une stratégie plus large visant à ce que chaque morceau réponde à un standard visuel et gustatif prédéfini. Le parcours de ce poulet avant d'arriver sur ton plateau achève de briser l'illusion de fraîcheur. Bien souvent, il ne s'agit pas d'oiseaux fraîchement panés dans la cuisine du restaurant. Partie 2. Ce qu'on te sert vraiment, additifs, calories cachées et options saines piégées. Si dans la première partie nous avons découvert que le poulet de KFC n'est pas aussi maison qu'il le paraît, ce qui suit est encore plus révélateur. Car si le plat principal est déjà un produit industriel déguisé en tradition, les accompagnements et les boissons sont le complément parfait pour parachever l'illusion et la charge calorique. Pourtant, c'est précisément dans ces garnitures que l'écart entre ce que tu crois manger et ce que tu reçois réellement devient le plus flagrant. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'à KFC, presque rien de ce qui entoure le poulet n'est préparé à partir de zéro. Prenons l'exemple de la purée de pommes de terre.
Toute personne qui en a déjà fait maison sait que cela demande d'éplucher, bouillir, écraser et assaisonner. Ici, au contraire, la préparation est aussi simple qu'inquiétante. Un employé ouvre un sac de flocons beige, verse de l'eau bouillante, remue et obtient un mélange à la consistance de pâte de plâtre et à l'arôme qui rappelle plus du carton humide parfumé au beurre artificiel que de la pomme de terre fraîche. Le gravy, cette sauce brune qui semble réconfortante sur les photos, n'est pas non plus cuisiné à partir d'un fond maison. Il provient d'une poudre industrielle à laquelle il suffit d'ajouter de l'eau. Le résultat est un accompagnement qui a l'apparence de nourriture, mais qui est aussi éloigné de la vraie cuisine qu'une photo l'est de la réalité. Pendant ce temps, d'autres classiques, comme les biscuits, ces petits pains qui devraient être moelleux et légèrement sucrés, ont plus en commun avec une expérience chimique qu'avec une boulangerie. La liste des ingrédients inclut des arômes artificiels, des agents levants et des conservateurs conçus pour durer plusieurs jours sans durcir. Et si tu crois que le mac and cheese est une option sûre pour les enfants, sache que la sauce orange qui le recouvre est une émulsion artificielle bourrée de sel, tandis que les pâtes arrivent si molles qu'elles se défont rien qu'en les regardant. Pourtant, tout est présenté sous l'étiquette de comfort food, même si le confort disparaît à la première bouchée. Mais la surprise la plus amère est de découvrir que certaines options mises en avant comme plus saines peuvent s'avérer pires que les classiques frits. Le sandwich au poulet, par exemple, paraît inoffensif. Pain, poulet, mayonnaise. Pourtant, il dépasse les 700 calories et avoisine les 1500 mg de sodium, soit plus de la moitié de l'apport journalier recommandé en un seul gros croc. Le Popeye, cette tourte salée à la croûte dorée et au cœur crémeux, évoque quelque chose que ta grand-mère pourrait sortir du four. Mais c'est en réalité l'un des produits les plus riches en calories du menu, avec plus de 700 calories et davantage de sodium que 3 portions complètes de soupe en boîte. De son côté, le poulet grillé, que beaucoup choisissent en pensant opter pour une alternative plus légère, est un exemple de marketing trompeur. S'il évite la panure frite, il arrive néanmoins sur la table après avoir été mariné dans des mélanges industriels et présente une texture caoutchouteuse qui trahit son caractère transformé. Quant au sodium, la différence avec le poulet frit est minime, ce qui signifie que ce changement n'allège presque pas ta charge en sel. Même la salade de choux, qui devrait traditionnellement être un accompagnement frais à base de choux, vinaigre et un peu de sucre, contient plus de sodium qu'un sachet entier de chips du supermarché. Cette accumulation de calories, de sel et de sucre se reflète parfaitement dans une scène qui se répète dans des milliers de foyers, la soirée du seau familial. Un seau de 8 morceaux, 2 accompagnements et des biscuits semblent une option pratique et économique pour nourrir tout le monde. Pourtant, une fois additionnées les valeurs nutritionnelles, tu réalises que ce dîner familial dépasse les 3000 calories, soit davantage que ce que la plupart des gens devraient consommer en une journée entière. Tout cela révèle une vérité dérangeante. Chez KFC, les choix que tu fais ne sont pas réellement libres. Ils sont soigneusement pensés pour que, peu importe ton choix, tu consommes plus de sel, plus de sucre et plus de graisse que tu ne l'avais prévu. Et si le plat principal et les accompagnements sont déjà si contrôlés, il est inévitable de se demander ce qui se passe dans les processus cachés, ce qu'on ne voit pas depuis le comptoir mais qui déterminent ce qui arrive dans ton assiette. C'est ce que nous explorerons dans la suite. Partie 3. Derrière le seau, huiles usées, chimie dans la panure et chaîne d'approvisionnement fragile. Jusqu'ici, nous avons parlé de ce que tu vois et manges. Ce qui suit appartient au côté caché de KFC, celui qui n'apparaît ni dans les publicités ni sur les photos du menu. Car si le poulet et ses accompagnements suscitent déjà des doutes, la manière dont les ingrédients sont manipulés, frits et transportés ajoute une autre couche d'inquiétude. Le plus préoccupant est que beaucoup de ces détails ne dépendent pas d'un choix du client, mais font partie intégrante du système. L'un des points clés est l'huile. Le doré parfait du poulet frit s'obtient grâce à un bain prolongé dans de l'huile de soja hydrogénée, un type de graisse qui, bien que réglementé dans certains pays, peut encore contenir des traces d'acides gras trans. Ces composés, associés aux maladies cardiovasculaires, sont si problématiques que plusieurs nations les ont interdits complètement. Pourtant, dans la pratique, ils restent présents dans une grande partie de l'industrie du fast-food. Mais ce qui est encore plus alarmant, ce n'est pas seulement le type d'huile, mais la fréquence à laquelle elle est changée. D'anciens employés ont confirmé que l'huile pouvait être réutilisée pendant plusieurs jours selon le flux de clients. Cela signifie que, avant que ton morceau de poulet ne touche la friteuse, la même huile a déjà cuit des dizaines, voire des centaines de repas, accumulant résidus, goût rance et composés de dégradations invisibles sur toute table nutritionnelle. Pendant ce temps, la panure qui enrobe chaque pièce de poulet est un autre exemple de la façon dont la chimie a remplacé la cuisine. En apparence, ce n'est qu'un mélange de farine et d'épices.
En réalité, c'est un cocktail soigneusement conçu avec des anti-moussants pour contrôler la friture, des texturants pour garantir que chaque bouchée soit identique à la précédente et des stabilisants qui prolongent la durée de vie du produit. Parmi ces ingrédients figure le phosphate de sodium et d'aluminium, un additif qui, curieusement, est aussi utilisé dans des applications industrielles comme la fabrication du ciment. Dans un contexte culinaire, il est ajouté pour influencer la texture et la couleur de la panure, mais sa présence soulève des questions troublantes sur la place de la chimie dans notre nourriture. De plus, le voyage que fait le poulet avant d'arriver au restaurant explique une bonne partie de cette standardisation. D'anciens employés racontent que les morceaux n'arrivent pas frais ni panés sur place. Ils sont livrés congelés, pré-assaisonnés et pré-panés, prêts à être plongés dans l'huile sans autre intervention que d'ouvrir le sachet. Cette méthode accélère le service et garantit l'uniformité, mais élimine toute notion de cuisine que la marque tente de projeter. L'arrière-boutique ressemble davantage à une chaîne de production industrielle qu'à une cuisine traditionnelle. À cela s'ajoute un détail souvent ignoré, la graisse qui imprègne les emballages. Le fameux seau, les boîtes et les sacs paraissent inoffensifs, mais il suffit de laisser un morceau de poulet quelques heures à l'intérieur pour constater comment la graisse traverse couches de carton et de papier, laissant des taches permanentes sur toute surface. Cette graisse n'est pas seulement un rappel visuel de ce que tu consommes, elle est aussi un indicateur de la quantité d'huile absorbée pendant la friture, qui demeure même après refroidissement du poulet. Parallèlement, KFC a développé une stratégie de produits viraux qui ne cherche pas à améliorer la qualité, mais à susciter la conversation. De temps en temps apparaissent des offres limitées qui semblent sorties de l'imagination d'étudiants insomniaques. Burger avec donuts en guise de pain, pizza au popcorn chicken, wraps recouverts de sauce nacho. Ces expériences ne sont pas faites pour nourrir, mais pour attirer l'attention, multiplier les photos sur les réseaux sociaux et renforcer l'idée que KFC est innovant. Le problème, c'est qu'une fois la nouveauté passée, il ne reste qu'un produit hyper calorique, ultra transformé et pauvre sur le plan nutritionnel. Et bien que toute l'esthétique de la marque tourne autour du sud des États-Unis et d'une prétendue tradition culinaire, la réalité corporative en est très éloignée. KFC fait partie d'un conglomérat multinational qui contrôle également Taco Bell et Pizza Hut, avec des décisions stratégiques prises dans des salles de conseil à des milliers de kilomètres de toute cuisine familiale. Les publicités veulent que tu imagines une grand-mère du Sud assaisonnant du poulet dans une poêle en fonte. Mais dans la réalité, le produit est manipulé par un adolescent suivant un manuel standardisé, chronomètre en main, devant un congélateur industriel. En outre, le système logistique qui permet à cette chaîne mondiale de fonctionner n'est pas exempt de failles. Il y a quelques années, KFC a connu un épisode apparemment impensable. Plusieurs restaurants se sont retrouvés sans poulet. La cause n'était ni une crise agricole, ni un boycott, mais une interruption de la chaîne d'approvisionnement. La dépendance aux routes internationales et au système du just-in-time, où tout arrive pile au moment nécessaire, a fait qu'une défaillance du transport a paralysé l'approvisionnement. Dans certains endroits, les clients entraient chercher leur seau habituel et ne trouvaient qu'un menu réduit ou quelques biscuits. Certains restaurants ont même tenté d'apaiser la frustration avec de la musique live ou des DJ improvisés, comme si cela pouvait compenser l'absence du produit phare. Cet épisode a révélé la fragilité d'un système qui se présente comme solide et infaillible. Quand toute la structure est conçue pour maximiser l'efficacité et réduire les coûts, la moindre interruption met en lumière le caractère artificiel du modèle. Et si un simple contretemps logistique suffit à priver un géant comme KFC de poulet, on peut se demander quelles autres faiblesses demeurent invisibles. Pourtant, ce qui devrait nous inquiéter le plus, c'est que même en connaissant ces pratiques, la majorité continue de consommer comme si de rien n'était. Peut-être parce que nous ne voyons pas l'huile réutilisée, ni les additifs aux noms imprononçables, ni les machines qui remplacent le cuisinier. Ou peut-être parce que, après des années de marketing constant, nous associons le logo du colonel au confort et au goût, en oubliant que derrière se cache un engrenage industriel qui privilégie la régularité du produit plutôt que toute notion de fraîcheur ou de qualité réelle. Mais cette normalisation n'est pas gratuite et ses effets, à long terme, ont un coût rarement calculé. C'est précisément ce coût, économique, physique et mental, que nous allons décortiquer dans la partie suivante. Partie 4. Rompre l'habitude. Coût réel, expérience de 30 jours et sortie digne. Il ne s'agit pas seulement d'argent, chaque seau, chaque menu, chaque offre chez KFC se paie aussi en énergie, en santé et en bien-être à long terme. Et même si cela peut sembler exagéré, il suffit d'analyser le schéma. Nous nous sommes habitués à plaisanter avec des phrases comme « c'est gras mais j'adore » ou « il faut bien mourir de quelque chose », comme si ce fatalisme était une défense légitime face à la réalité. Pourtant, cette résignation est l'un des ingrédients les plus dangereux car elle transforme une consommation occasionnelle en habitude normalisée. En conséquence, le coût caché s'accumule lentement.
Il n'apparaît pas sur le ticket, mais se reflète dans les visites médicales, les médicaments pour la tension, le cholestérol hors de contrôle et une énergie qui fluctue en montagne russe. Ce qui aujourd'hui semble une petite dépense pour gagner du temps devient, avec les années, une facture silencieuse que tu paies avec ta santé. Et c'est à ce moment précis qu'interviennent les expériences réelles de ceux qui ont décidé de tester leur relation avec la chaîne. Un exemple frappant est celui d'un client qui a décidé, presque par curiosité, de passer un mois entier sans toucher à KFC. Il ne cherchait pas un changement radical de vie, ni ne suivait un défi viral. Il voulait simplement vérifier si son corps ressentirait une différence. La première semaine fut la plus difficile. Les envies surgissaient partout. Une pub à la télé et l'odeur d'un restaurant en passant dans la rue, même le souvenir du croustillant jouait contre lui. Sa voiture, presque par réflexe, tournait vers le parking du KFC le plus proche et il devait se forcer à continuer sa route. Cependant, dès la deuxième semaine, quelque chose commença à changer. La sensation constante de ballonnement disparut. Sa peau, sujette à des poussées occasionnelles, devint plus nette. L'énergie, au lieu d'arriver en pic et en chute brutale, resta stable toute la journée. Il remarqua même qu'il dormait mieux, comme si son corps avait cessé de lutter chaque nuit contre une digestion lourde. À la fin du mois, la balance indiquait 3,5 kg de moins et son médecin lui annonça une nouvelle encore plus significative. Sa tension artérielle avait baissé de 10 points. Pour marquer le coup, le médecin lui donna un high five symbolique en consultation. Mais le plus marquant arriva après. Une fois le défi terminé, il pensa s'accorder une récompense et reprendre son menu favori. Il entra dans le restaurant, attendit dans la file, et quand l'odeur familière l'atteignit, quelque chose changea. Ce n'était plus une odeur de nourriture, mais un mélange d'huile réchauffée et d'arômes chimiques sucrés. Sans réfléchir, il fit demi-tour et sortit sans rien commander. C'était comme revoir une ex et se rappeler soudain toutes les raisons pour lesquelles la relation avait pris fin. Ce changement ne fut pas seulement physique mais psychologique. Il découvrit qu'une grande partie de sa consommation ne répondait pas à une vraie faim, mais à une habitude et à un conditionnement culturel qui associait certaines odeurs, couleurs et logos au plaisir immédiat. Il comprit que KFC ne nourrit pas seulement l'estomac, mais aussi un circuit de récompense cérébrale basé sur la combinaison exacte de sel, de gras et de sucre. Et que rompre ce cycle exige plus que de la volonté. Cela demande des décisions conscientes, éloignées du pilote automatique. C'est pourquoi la solution ne passe pas forcément par une renonciation totale. Rompre l'habitude peut commencer par reprendre la recette à la maison, préparer du poulet frit avec de vrais ingrédients, contrôler le sel et l'huile, ou même le rôtir et l'accompagner de garnitures d'œufs fraîches. Ce ne sera pas aussi rapide qu'ouvrir une boîte au comptoir, mais ce sera de la vraie nourriture, avec un goût qui vient de la qualité et non d'additifs conçus pour accrocher. Et pour les jours pressés, une version simplifiée à la friteuse, à air, peut offrir un équilibre entre rapidité et contrôle.